bonsoir. Bonsoir Lydia. Le président de la transition, le lieutenant-colonel Damimba, a parlé de relative accalmie dimanche lors de son discours à la nation. Or, dès le lendemain, il y a eu cette attaque près de Djibo qui a fait, je le rappelle, 35 morts et 37 blessés. Ce CIAO sera maintenu malgré cette menace qui plane, hein, il faut le dire. C'est vrai, il y a une menace qui plane. La menace, disons qu'elle est permanente depuis bientôt 7 ans. Des efforts sont déployés pour pouvoir la contenir. Quels sont-ils ces efforts? Ces efforts, c'est d'abord, vous avez suivi récemment, il y a une réorganisation de nos troupes sur le terrain, notamment le déploiement sur le terrain de combat de bataillons pour pouvoir rapprocher les unités combattantes des zones de combat pour pouvoir stabiliser la situation. Mais il y a aussi une meilleure implication des populations. C'est dans ce cadre que des comités locaux de dialogue ont été instaurés parce qu'aucune guerre ne se gagne uniquement par les armes. Il faut obtenir la confiance, la collaboration et la participation des populations. C'est ce qui est déployé sur le terrain. Et cela produit des résultats. C'est vrai que l'attaque perfide perpétrée récemment est triste, mais vous verrez que c'était un convoi de 91 véhicules et c'est le 91e véhicule qui a été touché. Mais ça montre aussi que des efforts sont faits pour qu'aucune partie du pays ne soit coupée du reste du territoire. Et d'ailleurs, le thème de cette année, c'est artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. C'est difficile quand même de parler de développement et de résilience si la question sécuritaire n'est pas réglée, hein. Tout à fait. Et justement, l'artisanat permet aussi cette résilience-là. Nous avons des déplacés internes. C'est vrai que le nombre... 2 millions. 2 millions, ça c'est, disons, il y a une décrue. On est autour d'1,5 million parce que malgré la situation difficile, il y a des zones qui sont davantage sécurisées et il y a un retour progressif des populations dans ces zones-là. Donc on est autour de 1,5 million aujourd'hui. Mais l'artisanat, c'est l'un des premiers pourvoyeurs d'emplois dans notre pays. C'est à peu près 2 millions de personnes. Donc c'est une activité qui permet aux personnes de se réinsérer socialement, notamment aussi les déplacés internes. Donc c'est en cela aussi que c'est un facteur de résilience. Alors aujourd'hui, le CIAO, c'est l'un des salons les plus dynamiques, hein, du continent, ce qui veut dire qu'il y aura tous les pays, beaucoup de pays en tout cas, 25 pays d'Afrique qui seront représentés. Il y aura des pays asiatiques également. Comment le gouvernement peut-il assurer leur sécurité à tous ces gens qui vont venir cette période-là, hein, pendant ces 10 jours? C'est de rassurer la communauté francophone internationale à travers votre chaîne. C'est vrai qu'on a des réservations du monde entier. On attendait un minimum de 25 pays, ce qui sera largement dépassé. Sur la question sécuritaire, des dispositions diverses sont prises, allant des portiques à l'entrée, allant de la surveillance aérienne, allant du déploiement des forces de sécurité pour pouvoir surveiller. Du reste, que ce soit maintenant ou que ce soit en période de paix, dans notre tradition, quand vous recevez un hôte, vous êtes le bouclier qui le protège. Et c'est là nous allons le faire valoir davantage. Il y a aussi une collaboration accrue des populations, ce qui va renforcer la sécurité. Qu'elle soit sécurité physique ou sécurité sanitaire dans ce contexte de Covid également, ce sont des mesures et des dispositions pratiques qui sont prises. Et nous tenons à rassurer toute la communauté francophone qui suit la chaîne TV5 que des mesures sont prises et que la sécurité des personnes et de leurs biens sera assurée au cours de ces séances. Sur la question des investissements, on voit bien que les attaques terroristes n'épargnent personne. Les responsables étatiques, les forces de sécurité, les civils dans les mines, aussi source importante de revenus pour le pays. Comment rassurer, là aussi, encore une fois, les investisseurs et maintenir cette industrie? Je crois que c'est l'objectif recherché par ces terroristes qui attaquent notre pays. C'est d'abord un défi, mais c'est aussi pouvoir effrayer donc les investisseurs et donc mettre à mal l'économie du pays. Et c'est à ce titre-là que des dispositions pratiques ont été prises. Il y a des dispositions sécuritaires qui sont prises pour les mines, pour les différents investisseurs. Et je peux vous rassurer que malgré ces défis, l'économie reste résiliente.
la performance à fin juin est meilleure que toutes les années antérieures. Il y a des idées innovantes qui sont déployées sur le terrain. Il y a des entreprises qui se créent, qui sont performantes. Mais pourtant, Monsieur le ministre, il y a cette inflation galopante qui est passée de 7,2% en janvier 2022 à 17,8% en juin dernier, selon l'Institut national de la statistique et de la démographie. C'est le plus fort taux d'inflation dans toute la zone UEMOA. Comment vous expliquez cela? C'est vrai. 17,8% en fin juin et 18,2% en fin juillet. Donc, c'est vous dire que le taux est énorme, nous en sommes conscients. Il est guidé principalement par 3 facteurs. Le premier, ce sont les céréales non transformées. Le deuxième facteur, c'est les huiles alimentaires. L'objectif, c'est de les transformer à l'intérieur du pays. C'est ça, mais c'est le prix de ces céréales-là, en fait, qui ont induit ce niveau d'inflation. Donc les céréales non transformées, les huiles alimentaires et les tubercules. Et tenant compte donc des raisons de cette inflation, le gouvernement a pris des mesures. Les premières mesures, c'est d'alléger les valeurs en douane de ces céréales-là, des huiles importées, parce que la production nationale ne suffit pas pour pouvoir réduire le coût des revient et donc baisser le prix aux consommateurs. Et en même temps, derrière, faire le contrôle nécessaire pour s'assurer que ces baisses-là vont jusqu'aux ménagères. Ensuite, c'est d'accentuer la production nationale pour qu'elle couvre les besoins. C'est dans ce cadre-là que nous avons accompagné l'acquisition d'engrais pour les producteurs de coton, parce que le coton, c'est une chaîne de valeur, parce que ça crée des fibres, mais parce qu'il y a des graines de coton qui permettent de fabriquer de l'huile. Mais quelles sont aujourd'hui vos relations avec la Banque mondiale et l'UEMOA, eux qui n'aiment pas forcément les militaires? Pourtant, c'est un partenaire, ce sont des partenaires essentiels pour la croissance, pour demander des crédits également pour le pays. Et ce sont des partenaires avec lesquels nous travaillons étroitement, main dans la main. Si vous regardez même le compte rendu du Conseil des ministres d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a eu une approbation de 3 projets financés par la Banque mondiale. Nous n'avons vraiment pas de problème à ce niveau avec la Banque mondiale. Avec l'UEMOA, avec la CEDEAO, nous nous sommes accordés sur des échéances et nous travaillons à leur respect. Et sur ce point, il n'y a vraiment pas de doute à se faire. Monsieur le ministre, depuis l'arrivée des putschistes au pouvoir, il y a eu 2 hausses du prix du carburant. L'essence est aujourd'hui à 750 francs CFA. Il se trouve que l'État subventionne les hydrocarbures pour éviter que ça ne grimpe de trop, mais à hauteur de 1 milliard de francs CFA par jour. Comment allez-vous tenir à ce rythme? D'où vient l'argent? Alors, l'argent, c'est l'argent du contribuable burkinabé. Ça, il faut le dire. Nous sommes un pays de l'Interland et donc l'approvisionnement du pays est assuré essentiellement par le transport terrestre. Et donc, toute hausse du carburant engendre une hausse du coût des transports et donc, in fine, une hausse du prix. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve avec ces niveaux d'inflation. Maintenant, c'est quand même des phénomènes que nous étudions. Nous avons un comité qui se réunit mensuellement pour passer en revue le coût du carburant, le prix du baril à l'international, mais aussi le cours du dollar. Parce que comme vous le savez, c'est vrai, l'inflation est mondiale. Quand on regarde même en France, elle a pratiquement triplé par rapport au niveau habituel. Donc, le phénomène est mondial et chacun fait face tenant compte des priorités nationales. Monsieur le ministre, les prix au marché ont également énormément augmenté alors qu'une grande partie de la population vit avec moins de 1000 francs CFA par jour. 600 000 personnes sont en situation d'urgence alimentaire. Est-ce que vous ne craignez pas des émeutes de la faim? C'est ce que craignent en tout cas les partenaires économiques. Cette crainte est légitime et des dispositions sont prises. Vous avez dû suivre il y a à peine quelques semaines une distribution de vivres pour à peu près un programme pour 61 milliards de francs CFA aux familles les plus démunies. Donc c'est cette façon-là aussi d'aider à amortir le choc pour les plus vulnérables. Le président de la transition, M. Damiba, s'est rendu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, gros partenaire économique du Burkina Faso. Comment s'est passé ce tête-à-tête avec le président Ouattara? La Côte d'Ivoire, c'est un excellent partenaire, c'est un pays frère, c'est un pays avec lequel nous avons des relations séculaires et c'est un pays avec lequel nous avons d'excellents rapports. Le chef de l'État, son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rendu visite à son homologue aîné, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. C'était des échanges fraternels et la Côte d'Ivoire est disposée à accompagner le Burkina. La Côte d'Ivoire a effectivement insisté sur le respect aussi des engagements pris par le Burkina. Et comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes un pays responsable, nous sommes un gouvernement responsable. Nous avons pris des engagements, nous entendons les respecter et nous travaillons à cela. Abdoulaye Tall, merci, Monsieur le Ministre.